tous. Hier, j'étais en conférence sur un workshop sur les gaz de schiste, un atelier lancé par un groupe d'économistes. Et à un moment donné, quelqu'un a dit le sujet des gaz de schiste en France est encore tabou, on ne peut pas en parler parce qu'il y a une interdiction d'exploration, il y a une interdiction de fracturation de la roche-mère, il y a une interdiction de l'exploration. Et bah donc là, je vais essayer de briser en partie ces tabous et je vais donc vous parler du gaz de schiste et de mon projet qui est un projet comparatif entre les politiques, entre les discours sur le gaz de schiste en France et en Pologne. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de recherche. Donc d'abord pourquoi le gaz de schiste, parce que j'ai trouvé que en 2011, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui parle d'un âge d'or du gaz. Donc le titre c'est Are we entering a golden age of gas? Point d'interrogation. Ben, la réponse du rapport est oui. Et je trouvais que c'était très intéressant par rapport aux dynamiques de la transition énergétique. Comment l'Agence internationale de l'énergie a justifié cette affirmation? Et ben, par les changements apportés au marché de l'énergie par les sources d'énergie non conventionnelles, et notamment justement par les gaz de schiste. Et ça, on a formulé la phrase révolution des gaz de schiste, qui c'est une phrase qui s'est appliquée surtout aux États-Unis. Donc à partir de la seconde moitié des années 2000, aux États-Unis, plusieurs entreprises ont commencé à extraire du gaz de schiste et ça a changé complètement le marché local de l'énergie et pas que ça. En fait, ça commence un peu à changer aussi le marché global du gaz et de l'énergie en particulier. Dans le cas des États-Unis, ça a permis aux États-Unis de réduire fortement les importations de gaz de l'étranger. Or, attirés par ce type de développement, un nombre de pays européens ont aussi commencé à penser en termes de gaz de schiste, à penser à une extraction de gaz de schiste. Pourquoi la France et la Pologne? Parce que dans un autre rapport, toujours de 2011, cette fois c'était un rapport de l'Energy Information Administration, donc une agence américaine, l'agence de renseignement énergétique américaine, qui indiquait la France et la Pologne et la France comme les deux pays européens les plus dotés en gaz de schiste, notamment la Pologne avec 5,6 trillions de mètres cubes de gaz et la France avec 5,3 trillions de mètres cubes. Pourquoi finalement l'intérêt au discours néolibéral et au discours écologique? Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, les attitudes des acteurs sociaux vis-à-vis du gaz de schiste ont été façonnées principalement soit par des soucis environnementaux, soit par des agendas géostratégiques d'inspiration néolibérale, centrés notamment sur le concept de sécurité énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à partir, grosso modo, de 2011 en Europe, suite au boom américain? Eh bien, disons, là, je caricature un peu, disons que, grosso modo, on a deux parties qui se forment. Donc, d'un côté, on trouve le groupe des acteurs sociaux qui maintiennent que les avantages économiques de l'exploration et de l'exploitation, surtout du gaz de schiste, primeraient sur les problématiques environnementales. Et ce premier groupe est principalement composé par les acteurs publics et privés de l'industrie du gaz, par des groupes de réflexion sur l'énergie, des think tanks, et des partis politiques d'idéologie néolibérale. Ces groupes voient et supportent le gaz de schiste comme l'alternative la plus propre aux ressources conventionnelles. Parce que selon ces groupes, le gaz de schiste pourrait servir de carburant de transition vers une économie plus verte, puisqu'il remplacerait le charbon. Ces groupes soulignent aussi la création de nouveaux emplois et affirment que le gaz de schiste améliorera la sécurité énergétique en diversifiant le bouquet de fournisseurs de gaz et en rendant l'Europe moins dépendante de l'étranger. Finalement, ces premiers groupes maintiennent que la logique du marché sera capable de minimiser les problèmes environnementaux à travers la responsabilité sociétale des entreprises. De l'autre côté de la barricade, un deuxième groupe qui souligne toute une série de dangers potentiels générés par l'industrie extractive et par l'industrie du gaz de schiste en particulier. Et ce deuxième groupe inclut les activistes et les organisations écologistes, si bien que de nombreux collectifs formés par des citoyens des régions où l'exploitation des schistes est envisagée ou est déjà en place,
et des partis caractérisés par une idéologie écologiste plus ou moins marquée. Ce deuxième groupe met plutôt l'accent sur les conséquences négatives pour l'environnement, la qualité de vie et la santé, et soutient que le financement des projets de gaz de schiste fera obstacle à une expansion des projets portant sur les énergies renouvelables. Finalement, ce groupe maintient qu'une exploitation massive de gaz de schiste empêchera le respect de réglementations internationales sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce dernier point en particulier est intéressant parce que c'est vraiment, en fait, on voit une controverse très forte entre la première raison, disons, du groupe de promoteurs du gaz de schiste, donc gaz de schiste comme un carburant de transition, donc moins polluant que les autres énergies fossiles, et le dernier point du deuxième groupe qui voit en fait le gaz de schiste encore comme une énergie fossile. Donc, si on continue d'exploiter des énergies fossiles, on retardera la transition énergétique. Or, dans son rapport de 2011, l'Agence internationale de l'énergie prévenait qu'afin d'assurer un développement sans entrave des ressources non conventionnelles, le type de questions environnementales que je viens d'énumérer aurait dû être en partie moins résolu et dépassé. Ça, évidemment, c'était facile à dire, beaucoup moins dans les faits, surtout après la parution en 2010, donc un an avant la publication des deux rapports, du documentaire Gasland. Ça, le documentaire Gasland a été ce qu'on appelle en anglais un game changer. Donc ça a changé la perception des conséquences de l'industrie du gaz de schiste dans plusieurs parties du monde. Mais avant d'aborder le sujet de Gasland, je vais juste passer brièvement sur l'état de ma recherche. Donc voilà, le but de ma recherche, c'était l'articulation ça a changé par rapport au début de ma recherche, mais là, disons, le but principal, c'est l'articulation de la controverse entre le discours néolibéral et le discours écologique. Donc c'est un projet c'est surtout de l'analyse de texte. Et donc dans un premier temps, j'ai formé un encadrage historique, social et politique de la problématique en me référant à des différentes lignes de recherche, donc la justice environnementale, l'écologie politique et la sociologie de l'environnement. Et je suis maintenant dans la deuxième phase de mon travail de terrain. Donc la première phase, donc les deux phases, c'était au total de regrouper une trentaine d'entretiens entre la France et la Pologne, à des représentants d'institutions scientifiques gouvernementales, des groupes de réflexion, des compagnies gazières, des ONG et des activistes. Donc je viens de terminer la partie en Pologne, j'ai commencé l'analyse des données de mes entretiens polonaises, et il y aura une deuxième partie en France sur le même sujet. Donc, revenons à la controverse. Donc, comme je disais tout à l'heure, la controverse sur le gaz de schiste la controverse est née comme une sorte de question cinématique. Donc, Gasland a été un produit du réalisateur états-unien Joshua Fox. Et c'est un documentaire qui insiste beaucoup sur les risques qui proviendraient des techniques employées dans l'exploration et dans la production de gaz non conventionnels, et notamment dans les risques de la fracturation hydraulique, au fracking. Qu'est-ce que fait ce film? Enfin, le film documente l'inefficacité du système de protection environnementale états-unien et documente aussi les conséquences du fracking sur l'environnement dans son sens plus large. Or, quoique de nombre des affirmations contenues dans Gasland soient en elles-mêmes très controversées, le film a généré des inquiétudes et des questions urgentes qui ne sont pas sans raison. Par conséquent, le fracking s'est retrouvé tout d'un coup à être examiné à la loupe. Donc après l'apparition de Gasland, des mobilisations contre le gaz de schiste et contre le fracking ont été organisées et se sont multipliées dans de nombreux pays, dont la France, et bien que sur une échelle très différente, en Pologne. Donc là, vous voyez les bassins de gaz non conventionnels de la France et de la Pologne. Donc en France, on a des bassins de la région parisienne. Je parle ici des bassins de ressources de pétrole et gaz non conventionnels, donc pas que du gaz. En fait, dans la région parisienne, c'est plutôt du pétrole non conventionnel, alors que dans le bassin du sud-est, c'est plutôt du gaz non conventionnel. Et dans l'autre carte, vous voyez, c'est la même, le bassin de gaz et pétrole non conventionnel
en Pologne, donc du nord-ouest, du nord-centre, dans la région de Poméranie, de la région de Gdańsk, jusqu'à la région sud-est, la région de Lublin, donc à la frontière avec l'Ukraine. Donc, bon, ok, on laisse comme ça. Donc, dans cette transparence, je résume brièvement les points qui me semblent essentiels pour comprendre les deux contextes nationaux par rapport au gaz de schiste. Donc, d'abord, la partie de gauche, c'est la France. Il y avait un drapeau français, mais ça a disparu. D'abord, l'importance du concept de terroir dans la culture agraire française. Donc, le renom mondial de l'industrie enogastronomique française se traduit en une énorme importance économique que le secteur agraire ne saurait pas sous-estimer. Et il se peut très bien que ces facteurs aient augmenté la perception du risque de pollution des régions conçues comme vierges. Vierges entre guillemets, parce qu'on sait bien que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, la législation minière, dont la plupart remonte aux années 50, se heurte aux plus récentes réglementations et sensibilités environnementales. Troisièmement, l'appropriation par les citoyens des questions environnementales, amplifiée par une série de rencontres ayant eu lieu à partir de 2007, et visée à la formulation de stratégies de long terme pour l'environnement et le développement durable. Je me réfère ici au Grenelle de l'environnement. Quant au développement de la mobilisation, le mouvement français, en outre, a pu aussi compter sur les leçons apprises par des controverses passées, par exemple les controverses contre les OGM, et utiliser ces arguments pour rassembler rapidement un ensemble d'arguments auxquels puiser dans la controverse des gaz de schiste. Autre aspect de la mobilisation a été la capacité des acteurs à inclure des problèmes locaux à l'intérieur d'un cadre plus global. Donc, lorsque les activistes ont été mis face aux accusations de localisme, de syndrome NIMBY, ils ont élargi leurs univers de discours de leur arrière-cour jusqu'au réchauffement global, à la transition énergétique et, dans le sens encore plus large, à leurs idées de futures alternatives. En outre, ils ont aussi formé des alliances transnationales avec des mouvements équivalents dans d'autres pays et ils se sont servis massivement des médias sociaux pour disséminer les informations, s'organiser et se mobiliser. En suivant le fil de la reconstruction des mobilisations en France, on peut dire que le tollé public contre le gaz de schiste commence suite à la découverte publique de 3 permis obtenus par une entreprise française et une entreprise américaine concernant l'exploration des bassins de gaz de schiste dans le Midi, dans le sud-est. Il s'agit d'une mobilisation éclair, selon le sociologue Francis Chateau-Renaud, une mobilisation qui était pratiquement inexistante avant décembre 2010 et qui atteint sa masse critique déjà en février 2011, donc 2 mois plus tard. Le premier Rassemblement national contre le fracking, vers la fin de février 2011, rallie 15 000 personnes provenant de tout le Midi et d'autres parties de la France aussi, mais surtout du Midi. Regardons maintenant la Pologne. Je vais faire un saut, je vais sauter de la France à la Pologne dans les 2 slides qui suivent. Donc la Pologne, par contre, depuis longtemps, la Pologne a connu des problèmes par rapport à son approvisionnement énergétique et pour autant à sa sécurité énergétique. En 2014, les importations de gaz ont constitué les 3/4 de la consommation gazière polonaise, les 3/4. 84% des importations viennent de Russie, à savoir de Gazprom. Or, le problème de cette dépendance significative de la Russie a été aiguisé par la dispute russo-ukrainienne de 2009 et par celle plus récente de 2013-2014, et surtout par la complétion du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne. Il faut remarquer que ces gazoducs traversent la mer Baltique et longent le territoire polonais sans le traverser. Or, cet accord a contribué, disons, à un certain syndrome, si on peut parler syndrome, c'est peut-être pas le mot sociologiquement le plus corrigé, le plus accuré, a contribué à ce syndrome d'encerclement de la part de la Pologne par la Russie et l'Allemagne. C'est une perception qui est très aiguë dans la société polonaise. Et en fait, il s'agit d'un phénomène qui remonte aux partitions de la Pologne entre la Prusse, la Russie et l'Autriche au XVIIIe siècle, mais qui a été renforcé aussi lors des invasions par l'Allemagne nazie et par la Russie communiste au XXe siècle. Or, la Pologne a essayé depuis longtemps de se démarquer de son passé soviétique et plus récemment de sa dépendance économique de la Russie.
Par conséquent, comme le montre le psychologue Ruzi Jaspal dans son analyse des médias polonais, la dimension géopolitique du gaz de schiste a largement dépassé la dimension sociale et environnementale dans les médias polonais, je disais. Et notamment, ce qu'on voit, c'est qu'un langage d'opportunité et d'espoir relatif au gaz de schiste est très, très fréquemment utilisé, tandis que l'importance des risques a été minimisée. L'omniprésence et le pouvoir de coercition de cette représentation ont pu amener une plus large acceptation de l'industrie de gaz de schiste par le public polonais, tant et si bien qu'une enquête menée en septembre 2011 par le Centre public de recherche sur les opinions, c'est un centre polonais, indiquait que 73% des interviewés polonais étaient favorables à l'exploitation du gaz de schiste. Revenons maintenant à la France. Donc historiquement, en France, l'apogée de la mobilisation coïncide avec les élections départementales. Qu'est-ce qui se passe dans les départements? Dans les départements concernés par le gaz de schiste, par la mobilisation contre le fracking, l'opposition au gaz de schiste devient une base pour gagner en légitimité. Et il se trouve finalement que l'opposition au gaz de schiste est adoptée et une rhétorique adoptée par de nombreux candidats qui terminent par gagner les élections départementales. Or, craignant une perte de pouvoir à l'échelle nationale, le parti au gouvernement, qui est dans cette époque-là et l'UMP, formule une proposition d'interdiction à l'utilisation du fracking, qui est rapidement approuvée par l'Assemblée nationale et qui fait de la France le premier pays au monde à mettre en place une telle mesure. Est-ce que ça veut dire que le dossier du gaz de schiste est fermé en France? Loin de là. Pour l'instant, il est mis en veille, mais on peut voir très bien qu'il y a de plus en plus de conférences sur les gaz de schiste qui se multiplient l'année après l'autre en France. Et ce qui veut dire qu'il y a une volonté très forte encore de l'industrie à faire émerger la problématique, à faire émerger, à reproposer le gaz de schiste dès qu'il y aura la possibilité. En Pologne, s'il est vrai que les premiers permis d'exploration ont été délivrés en 2007 par le ministre de l'Environnement, ce n'est qu'en 2011 que les compagnies états-uniennes, notamment ExxonMobil et Chevron, joints aux compagnies publiques polonaises, prennent l'initiative dans la ruée pour l'obtention de permis de recherche. Et ils sont suivis par des compagnies européennes aussi. En octobre 2012, le gouvernement de centre-droit, le PO, Platforma Obywatelska, promulgue une nouvelle législation afin de faciliter la participation de l'État dans l'industrie et en augmenter les revenus. Évidemment, cette nouvelle approche n'a pas été vue favorablement par les compagnies étrangères, mais ce sont surtout les conditions géologiques qui inquiètent les compagnies, parce qu'il se trouve que les techniques de fracturation américaines ne sont pas adaptées au sous-sol polonais. Donc le sous-sol polonais contient un pourcentage très élevé d'un type d'argile que quand l'eau est injectée pour la fracturation, au lieu de former, au lieu d'élargir les fractures, en fait, elle fait élargir les argiles qui bloquent les fractures. Et donc ça diminue la possibilité d'extraire du gaz de schiste. De surcroît, la baisse drastique du prix du baril, commencée à la mi-2014, a rendu de moins en moins rentable des gros investissements à court terme dans l'adaptation des techniques américaines au sous-sol polonais. Et donc tous ces facteurs ont amené les compagnies étrangères à abandonner la Pologne entre 2014 et 2015. Je vous montre ici un exemple. Ça, c'est la situation des concessions en 2012. Donc, la partie en rouge, ce sont les permis de gaz non conventionnels. Donc, vous voyez, ça suit presque parfaitement la dorsale, l'autre carte que je vous ai montrée avant. Ça, c'est en 2012. 3 ans après, ça c'est la situation, nouvelle situation. C'est la situation actuelle, décembre 2015, janvier 2016. Donc, la recherche s'est un peu bougée vers la mer Baltique, mais grosso modo, on peut dire que la plupart des compagnies est partie, et les seules compagnies qui sont restées en Pologne, ce sont des compagnies nationales. Non? Donc, qu'en est-il de la mobilisation? Non. De la mobilisation en Pologne, en conséquence de l'énorme propagande médiatique et de la faiblesse des mouvements écologistes au sein du Parlement et de la société,
il ne serait pas surprendre que l'opposition ait été très faible au niveau national. Malgré ces données générales, au niveau local, il y a eu une certaine mobilisation dans les régions dont l'industrie du gaz de schiste était présente. Donc, je disais la Poméranie au nord et la région de Lublin au sud-est. Et avec des résultats assez différents. Donc, dans le sud-est, la bataille contre Chevron par les communautés locales a duré plus d'1 an. Et ça a été ciblé à Chevron. C'était la seule compagnie qui opérait dans cette région. La mobilisation a pu compter sur le soutien important d'un réalisateur américain d'origine polonaise, Lech Kowalski, qui en plus pouvait lui compter sur un réseau de connaissances aussi dans le milieu écologiste français. Ce qui a permis à la lutte de s'internationaliser très rapidement et aux activistes polonais d'apprendre très rapidement aussi les méthodes de contre-information utilisées ailleurs en Europe occidentale, et notamment l'utilisation des médias sociaux. Chevron a finalement quitté la Pologne, quoique le poids de la mobilisation dans cette décision soit incertain. Au contraire, en Poméranie, où les conditions géologiques étaient plus favorables que dans le sud-est, et où les compagnies étrangères qui opéraient dans la région étaient plusieurs, c'était pas que Chevron, les communautés locales ont dû se confronter à des processus plus complexes, bureaucratiques beaucoup plus complexes, et finalement la mobilisation a échoué. Donc les compagnies sont toujours là, et il ne semble pas, pour l'instant ils continuent, ils ont des projets encore d'expansion dans cette région. Donc pour conclure, conclusion provisoire, donc on peut dire que tandis que dans les deux pays le discours de l'autonomie énergétique a été proposé, celui-ci a fini par être largement accepté par les acteurs institutionnels et par la plupart de la population en Pologne, tandis qu'en France, il s'est heurté avec des narratifs environnementalistes et écologistes très bien établis. Tandis que les mouvements antichistes français étaient capables d'atteindre une masse critique nationale, les mouvements polonais n'ont pas généralement réussi à dépasser une présence locale. Tout en étant capable de tisser des alliances avec les mouvements internationaux, mais il est resté très marginal à niveau national, encore une fois. Les enjeux géopolitiques dans lesquels est impliqué le gouvernement polonais et son agenda décidément néolibéral a prévalu sur les préoccupations d'ordre écologique promues par les collectivités locales. Nombre de facteurs ont amené à ces disparités, y compris des raisons historiques, un intérêt réduit pour les questions environnementales dans le Parlement polonais, par rapport à l'Assemblée française, l'importante dépendance de la Pologne de ses carburants fossiles indigènes, et des contingences politiques telles les élections départementales en France. Malgré ces importantes différences, la situation actuelle de l'industrie du gaz de schiste diffère très peu dans les deux pays. Et dans les deux cas, on peut dire que l'industrie est en stand-by. Dans l'état courant de l'économie, je crois, de l'économie des ressources mondiales, et là je conclue, je pense qu'il est très peu probable que cette situation subisse des changements majeurs dans le court terme. Merci. Juste une petite question. Quel est le discours des entreprises, aussi bien en France qu'en Pologne? Quel est le discours des entreprises? J'ai l'impression que l'analyse est beaucoup basée sur les mobilisations politiques, la mobilisation des instances publiques, le Conseil d'État. Voilà. Disons peut-être prendre des questions. Ok. Oui, merci. La chute est intéressante et un peu, inattendue, effectivement, donc c'est assez prometteur. Mais la question que je me pose, alors c'est une question tout à fait générale, hein. On a beaucoup développé au cours des années 90-2000 les études de constitution des problèmes publics, controverses, etc., avec plutôt des approches de sociologie pragmatique auxquelles cela se réfère. Et donc, je me demande ce que tu penses apporter par rapport à cette thématique générale. Alors peut-être la réponse, elle est dans le titre et dans l'accroche, hein, donc néolibéralisme et écologie, mais on n'a pas vu véritablement comment tu relis effectivement tes analyses de controverses, hein, à un contexte de néolibéralisation, et qu'est-ce que c'est pour toi ce contexte de néolibéralisation et comment il joue, comment tu peux l'attraper sur tes deux terrains. Je suppose que les formes de néolibéralisation en France et en Pologne jouent de façon extrêmement différente. Voilà, donc est-ce que tu peux essayer d'élaborer un peu là-dessus?
Moi, j'ai une question complémentaire à la question sur les entreprises par rapport en particulier à la Pologne. C'est l'attitude des populations dans les régions où il y avait les forages par rapport à cette question-là. Parce que tu t'es beaucoup intéressé plutôt aux environnementalistes et ce qu'ils pensaient. Mais si tu ne compares pas à la France, mais que tu compares aux États-Unis, où le gaz de schiste, dans un certain nombre de régions plutôt pauvres, a amené un certain nombre de travailleurs. Il y a des milliers de travailleurs dans certaines régions, et l'attitude en fonction des populations vis-à-vis du sujet, le fait qu'il y ait du chômage ou pas, du travail ou pas, est-ce qu'il y avait cet aspect-là du débat? Et puis ma deuxième question, quand tu compares justement la France et la Pologne, effectivement, tu t'es intéressé beaucoup plus au discours, mais le contexte énergétique est très très différent. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est la mobilisation simplement en France qui a arrêté le gaz de schiste? On peut aussi se poser la question si la configuration énergétique, la question de la sécurité énergétique en France ne se pose absolument pas de la même manière qu'en Pologne, vu que de toute façon le choix est fait en partie pour le nucléaire et que Total n'avait absolument pas envie de bagarrer, malgré tous ses discours, sur la question du gaz de schiste, alors qu'en Pologne, le problème de l'approvisionnement par la Russie se pose différemment. Après, la troisième question, c'est que le prix, c'est-à-dire que depuis 2014, les changements, il y a un crash absolu de l'industrie du gaz de schiste, donc le retrait, y compris des Américains, n'est pas forcément en lien avec les mobilisations. C'est que cette industrie, elle est en repli. Oui, mais ça poursuit les questions qui ont été posées déjà, mais c'était une interrogation générale qui était de savoir est-ce que l'histoire que tu racontes serait substantiellement différente si tu avais fait, plutôt qu'une analyse des discours explicites que tu peux saisir, si tu avais fait une sorte d'économie politique de la controverse, c'est-à-dire si tu avais suivi les actions des entreprises transnationales ou nationales, leur rapport à la controverse, et le rapport entre ce qui se passe dans la controverse dans l'espace public et puis les négociations dont on parle des fois dans l'espace public, mais qui restent souvent un peu mystérieuses autour de, oui, est-ce qu'on accorde ou pas un permis, est-ce qu'on avance, est-ce que le ministère de l'écologie en France a vraiment gelé, ou est-ce qu'il n'est pas quand même en train d'accorder quelque chose? Donc il y a une économie politique sous-jacente qui n'affleure pas dans la controverse, donc si on se focalise là-dessus, quelle histoire on raconte? Est-ce qu'elle est différente de ce que tu conclus? Disons, l'histoire que je racontais est asymétrique, dans le sens que, n'ayant pas encore fait du terrain en France, les informations que j'ai sur la France, je les ai traites par la littérature grise ou la littérature déjà publiée. Donc c'est pas des informations c'est pas des données brutes en ma possession, mais c'est plutôt des analyses de sources secondaires. Alors que dans le cas de la Pologne, je commence un peu à... j'ai déjà terminé, comme je disais tout à l'heure, la phase des entretiens, et donc là, le cadre est un peu plus... je l'ai donné dès premièrement, disons. Je commence par la dernière question, et puis je vais au contraire, je vais à l'envers. Si on examinait l'économie politique, si le cadre serait différent, je pense que oui, ça serait différent. Dans le cas de la Pologne, ce que je trouve ça serait très intéressant, c'est d'insérer la problématique du gaz de schiste et la problématique énergétique dans un contexte plus large que le contexte de la nouvelle économie post-soviétique des pays de l'Europe de l'Est. Donc comment l'industrie du gaz de schiste n'est qu'une des industries, une des secteurs qui se développent très rapidement notamment en Pologne. En Pologne, il y a dans les 15 dernières années, notamment dans les 10 dernières années, il y a toute une série de compagnies multinationales qui ont décidé de... le terme français ne me vient pas à l'esprit, mais de délocaliser leurs activités dans les pays de l'Europe de l'Est, notamment en Pologne. Donc, l'arrivée des compagnies internationales, des compagnies gazières internationales, est complètement cohérent avec l'arrivée d'autres compagnies, pas nécessairement les compagnies énergétiques.
En fait, à vrai dire, je n'ai pas vraiment analysé les processus bureaucratiques qui ont amené à la concession de permis en Pologne. D'abord parce que j'ai eu un peu de mal à interviewer, enfin à trouver disponibles des représentants du ministère de l'Environnement, parce que apparemment ils ne sont pas trop favorables à donner des interviews. Mais aussi, il faut aussi dire que ce n'était pas ma cible principale. Je me suis plutôt concentré sur la partie des mobilisations. Donc j'ai l'impression que oui, ça serait différent si on examinait un autre niveau d'économie politique, mais je ne serais pas en mesure de dire beaucoup sur ça. Donc, par rapport à la question de Soraya sur la connexion entre la retraite des compagnies états-uniennes et la mobilisation, ça c'est une question très intéressante. À mon avis, c'est pour ça que dans une des slides, je disais le poids de la mobilisation en Pologne, notamment contre Chevron, est incertain, c'est-à-dire évidemment, si on demande aux activistes locaux, ils disent Chevron, oui, s'est retiré parce qu'on a été les seuls en Pologne qui on s'est mobilisé, on a réussi à... C'est toujours l'histoire de David et Goliath, donc on a réussi à les repousser parce qu'on est arrivé à former une conscience locale, environnementale qui n'existait pas auparavant. À mon avis, c'est l'un des facteurs, mais ce n'est pas le facteur le plus important, c'est peut-être l'un des moins importants. C'est évidemment des facteurs économiques qui sont beaucoup plus importants dans le budget de ces entreprises, notamment des entreprises comme Chevron et ExxonMobil. Donc c'est surtout la baisse du pétrole, la baisse du prix du baril qui a provoqué la retraite en masse des compagnies. Mais il est vrai aussi que Chevron a été l'une des dernières compagnies à quitter la Pologne. Et ça, c'était en 2014. Et déjà en 2013, quand le prix du baril n'avait pas encore chuté de façon très drastique, les compagnies avaient déjà commencé à se retirer. Et à mon avis, c'est vraiment à cause des difficultés. Enfin, d'abord, il y a des difficultés géologiques, et je mentionnais tout à l'heure. Donc, si on veut extraire du gaz de schiste en Pologne, d'abord, il faut adapter des technologies, et ce n'est pas une question de 3 mois ou 4 mois, il faut du capital, et c'est pas... Évidemment, ces grandes compagnies peuvent se permettre d'investir ce capital dans l'amélioration de ces techniques, mais est-ce que le jeu vaut la chandelle? Ça, ce n'était pas du tout certain. Et aussi, il y a eu des énormes différences entre les évaluations des réserves de gaz de schiste en Pologne. Par exemple, c'est vrai que je mentionnais tout à l'heure le rapport de l'agence de l'Energy Information Administration qui disait 5,6 trillions de mètres cubes. Un an après, 2012, un rapport de l'Institut géologique polonais, il a diminué d'un ordre de grandeur cette réserve. Donc 0,5. Et puis, il y a encore d'autres rapports qui ont suivi avec d'autres estimations encore différentes. Donc là, il y avait une situation d'incertitude bon, sur les données géologiques qui était très forte. Et il y a aussi un autre facteur. L'autre facteur était la législation. La législation fiscale, la législation sur les revenus, sur les royalties provenant de gaz de schiste qui a oscillé beaucoup et a été très peu stable. Et ça, disons, a bouleversé un peu les stratégies des compagnies parce que les gouvernements ont changé et selon le gouvernement qui était au pouvoir, donc soit le gouvernement de droite, soit le gouvernement de centre-droit, ils avaient des politiques très différentes par rapport au rôle des compagnies nationales dans l'exploitation du gaz de schiste. Par exemple, en 2012, il y a une proposition d'obliger les compagnies étrangères à former des partenariats avec des compagnies nationales dans l'exploration du gaz de schiste. Et ça a été pour les compagnies étrangères, ça c'était vraiment inattendu. Et c'est quelque chose qui les a ultérieurement stimulés à regarder ailleurs pour leurs activités. Donc il y a toute une série de facteurs. Et je pense que dans le cas de la Pologne, la mobilisation a été un facteur mineur. Dans le cas de la France, à mon avis, ce qui est important, c'est qu'il y a eu
la mobilisation, la coïncidence entre la mobilisation et les élections, et un moment politique très important, les élections départementales. S'il n'y avait pas eu cette coïncidence, peut-être le résultat aurait été différent. Mais je pense que les résultats de ces élections ont donné un signe très fort au parti au gouvernement dans le sens de modifier la politique. Par rapport au bouquet énergétique, c'est vrai que la France, par rapport... Oui, je vais accélérer. Donc, par rapport à la Pologne, on a deux bouquets d'énergie complètement différents. Mais c'est aussi vrai que la partie nucléaire en France est beaucoup plus grande qu'en Pologne. En Pologne, il est zéro, donc c'est pas difficile. Mais que pour l'électricité. Mais si on pense à tous les autres secteurs qui ne sont pas hors de l'électricité, la France dépend aussi fortement de l'étranger pour ses importations gazières. Même si, en fait, l'urgence, dans le cas de la France, disons l'urgence de développer une politique de gaz de schiste dans le cas de la France a été moindre que dans le cas de la Pologne, ça c'est sans doute. Attitude des entreprises. Voilà. L'attitude que je trouvais la plus générale, c'était de dire c'est une industrie qui peut bien se développer si on arrive à utiliser les best practices. Donc si on arrive en fait l'argument c'est différent, on arrivera très bien à gérer les questions environnementales en utilisant les best practices. Et donc, suite à ça, il n'y aura pas de problème au niveau du développement des extractions. Bien sûr, c'est une industrie, donc comme dans toutes les industries, il peut y avoir des problèmes, mais ça sera des problèmes humains. Donc, c'est des problèmes liés à la compagnie individuelle, au forage individuel. C'est un peu le discours qui est fait par l'industrie. Et ce n'est pas un discours très différent entre la France et la Pologne. Je trouve que c'est un discours assez... j'ai trouvé vraiment le même type d'argumentation dans les deux cas. Finalement, comment lier le néolibéralisme et l'écologie, et qu'est-ce que ma recherche va apporter de nouveau aux recherches en sociologie pragmatique? En fait, c'est vrai que ma recherche suit un peu dans le droit fil de ces études en sociologie pragmatique. Ce que je cherchais d'examiner, c'était aussi analyser aussi cette situation dans un cadre de justice environnementale. Donc, par exemple, une question qui n'a pas été traitée suffisamment, à mon avis, par la sociologie pragmatique, c'est de voir l'emplacement, la stratégie d'emplacement de ce type d'activité industrielle dans les régions des pays qui seront économiquement les plus faibles. Et il y aurait, dans le cas de la Pologne, surtout, il y aurait des groupes marginalisés. Et ça, c'est quelque chose de... c'est un aspect, je pense, politique. Et je pense que ma recherche va apporter quelque chose dans cette direction-là, tout en utilisant à peu près des outils d'analyse semblants à celles de la sociologie pragmatique. Et mon intention serait aussi d'ajouter des analyses de données à partir de la plateforme Cortext aussi. Mais pour l'instant, je suis encore au début. Donc, notre type aussi de visualisation qui ne soit pas l'utilisation de Prospero ou d'outils propres à la sociologie pragmatique, mais aussi d'outils un peu plus, disons, de visualisation.